Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette grande messe de l'actualité sur Miracle TV+. Voici les principaux titres de ce journal. Offensive diplomatique de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies. En marge de la 80e Assemblée Générale de l'ONU, le ministre ivoirien en charge des affaires étrangères multiplie les rencontres de haut niveau. Objectif affiché, affirmer le leadership de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité africaine, la République démocratique du Congo veut révolutionner son secteur numérique. Pour y parvenir d'ici à 2030, le pays devra débourser la bagatelle des milliards de dollars. Et puis, cette grande question que se pose l'ensemble de la communauté internationale, la paix est-elle la porte de main dans la bande de Gaza? Le président américain Donald Trump dit oui, il est optimiste. Il vient d'ailleurs de rendre public son plan pour mettre un terme au conflit entre Israël et le Hamas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dans la foulée, a donné son accord de principe pour la signature de cet accord. Le Hamas ne s'est pas encore prononcé. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Commençons tout de suite ce tour de l'actualité nationale et internationale par le siège des Nations Unies. En marge de la 80e Assemblée Générale de l'ONU, le ministre ivoirien en charge des affaires étrangères a multiplié les rencontres de haut niveau. Objectif affiché, affirmer le leadership de la Côte d'Ivoire. On fait le point tout de suite dans ce reportage. À la 80e Assemblée Générale des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères Léon Kakou-Adom n'a pas seulement pris la parole à la tribune. Il a aussi multiplié les rencontres diplomatiques. Son agenda new-yorkais a été marqué par plusieurs audiences bilatérales de haut niveau. À ses côtés, l'ambassadeur Timoko Moriko, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Avec son homologue burundais, Edouard Bizimana, il a été question de renforcer la coopération bilatérale entre les deux États. Même volonté de rapprochement avec Bruno Rodrigues Parias, ministre des Affaires étrangères de Cuba, qui a salué le soutien constant de la Côte d'Ivoire au sein des Nations Unies contre le blocus américain et plaidé pour un renforcement des échanges, notamment dans le domaine agricole. Autre étape, une audience avec Anna Liko, ministre des Affaires politiques de l'Autriche. Vienne sollicite le soutien de la Côte d'Ivoire à sa candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2027-2028. Avec le ministre des Affaires étrangères de Saint-Kitts et Nevis, Denzil Douglas, les échanges ont porté sur la possibilité d'accréditer un ambassadeur ivoirien dans cette île des Caraïbes. Le ministre Léon Kakou-Adom a également reçu Dr Robert Floyd, secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Une rencontre axée sur la paix, la sécurité internationale et la nécessité de renforcer le désarmement nucléaire. De l'Afrique aux Caraïbes, en passant par l'Europe et l'Amérique latine, ces audiences reflètent une diplomatie ivoirienne active, engagée et ouverte sur le monde, qui affirme la place de la Côte d'Ivoire au cœur des débats internationaux. Sur place, ici à Abidjan, le leadership du secteur privé est également affiché sous la présidence et en présence du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. La 13e édition du Forum économique international baptisé CGC Academy a ouvert ses portes dans la capitale économique ivoirienne. On fait le point tout de suite dans cet élément. Ne pas se fier à la gaieté ambiante des alentours. À la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire, les grosses têtes du secteur privé ivoirien cherchent des solutions pour une gouvernance économique plus agissante de nos États. Nous sommes à la 13e édition de la CGCI Academy, présidée par le chef du gouvernement. La souveraineté économique n'est pas synonyme de repli sur soi. Elle renvoie plutôt à la capacité d'un pays à définir et à mettre en œuvre de manière autonome sa politique de développement, sa stratégie commerciale. Le forum qui nous réunit ce jour nous offre donc l'opportunité, une fois encore, d'approfondir les réflexions pour proposer des mesures vigoureuses et concertées en vue d'améliorer durablement la croissance des entreprises africaines. Souveraineté économique, le temps de l'action. Le thème donc du forum qui interpelle, comme le souligne Souleymane Diarra-Souba, plusieurs défis tels le financement, l'innovation et le développement du capital humain, plutôt du capital jeunesse que les institutions appellent à maximiser, sans oublier le soutien aux PME. Création d'emplois est la tâche primordiale dans l'espace francophone, un espace très jeune, où la jeunesse a besoin d'emploi. Mon message aujourd'hui est simple. Nous devons être un vrai catalyseur
pour le secteur privé africain et pour les petites et moyennes entreprises en particulier. Ces petites et moyennes entreprises, qui représentent plus de 90% du tissu économique en Afrique, génèrent 60% des emplois et jusqu'à 60 à 40% du PIB dans certains pays, sont la colonne vertébrale de nos économies. Elles restent cependant fragiles. Il faut comme solution diversifier les mécanismes de garantie et accentuer la digitalisation de l'accès au financement pour libérer le secteur des petites et moyennes entreprises, des solutions intégrées par la Côte d'Ivoire qui, selon le Premier ministre Robert Begré-Mambé, aspire à une économie résiliente. Le gouvernement a déployé ces dernières années de nombreuses réformes destinées à améliorer l'environnement des affaires et à soutenir l'initiative entrepreneuriale. L'adoption d'un nouveau code des investissements plus attractif et mieux adapté aux besoins des investisseurs et la création du guichet unique du développement des PME. Soucieux de répondre aux attentes du secteur privé, le gouvernement élabore aujourd'hui une stratégie nationale d'accélération et de construction des champions nationaux. Pour ce 13e forum de l'Académie de la Conférence générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le Maroc est le pays à l'honneur. Le ministre des Finances, Adama Coulibaly, aux côtés du vice-président de l'AFC pour l'Afrique et du ministre délégué chargé de l'investissement du Maroc, ont animé le panel de haut niveau sur la construction de la gouvernance économique. Les travaux de la CEGCI Académie durent 2 jours. Ouvrons à présent le chapitre Afrique de cette édition en direction Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le pays est à la recherche de la redynamisation de son secteur numérique. Le président Félix Tshisekedi, en première ligne, mobilise la bagatelle de $1 milliard pour changer la donne dans son pays. En République démocratique du Congo, le gouvernement veut enclencher une véritable révolution numérique. Le 26 septembre, Kinshasa a annoncé un investissement d'$1 milliard d'ici 2030 pour moderniser le pays et en faire un hub technologique majeur sur le continent africain. L'annonce a été faite par le ministre de l'économie numérique, Augustin Ngibassa Maliba, en appelant à une mobilisation conjointe des secteurs publics et privés. La RDC s'est dotée d'une stratégie nationale de développement du numérique qui est assez ambitieuse parce que les axes que couvre cette stratégie prennent en compte la nécessité d'augmenter le taux de pénétration d'ici 2030. Car le défi est de taille. Malgré une population de plus de 100 millions d'habitants, seulement 63% des Congolais ont accès à la téléphonie et à peine 34% utilisent Internet. L'Internet mobile, quant à lui, ne couvre que 17% de la population, selon les dernières estimations. Face à ce retard, le gouvernement veut miser sur le développement de l'e-gouvernement pour digitaliser l'ensemble des services publics. Il faut donc fusionner tout ça, ajouter à ça l'approvisionnement énergétique. Parce que sans énergie, la RDC ne peut pas jouer efficacement son rôle. Et il faut que le développement de la digitalisation soit greffé sur l'augmentation des capacités et la disponibilité énergétique. Ce plan s'inscrit dans une stratégie nationale de transformation numérique pensée comme un levier de développement, de gouvernance et de progrès social. Mais le chemin est encore long. En 2024, la RDC figure au 179e rang sur 193 dans le classement des Nations Unies de l'e-gouvernement, bien en dessous des moyennes mondiales et africaines. Abordons à présent l'actualité internationale dans cette édition en direction le vieux continent. L'Europe travaille à renforcer son intégration et à faciliter la mobilité urbaine entre les différentes capitales de cette partie du monde. Un projet gigantesque a été lancé. Il concerne la mise en place d'un train à grande vitesse, un TGV qui va relier les capitales européennes. On en sait plus dans ce reportage. D'Athènes à Istanbul en passant par la France, au total plus de 49 400 km de réseau reliant toutes les capitales et grandes villes de l'Union européenne à des vitesses allant de 250 à 350 km/h.
Tel est le projet du réseau ferroviaire européen à grande vitesse, promu par la Communauté européenne des chemins de fer et des infrastructures, CER. Il devrait être adopté par la Commission européenne en octobre. Le directeur exécutif de la CER, Alberto Mazzola, est en visite à Athènes et selon lui, le comité du transport et du tourisme durable de la Commission européenne place le rail en tête de liste des priorités pour des transports plus écologiques et plus résistants. I understand the European Commission in October, most likely 21st of October, and Commissioner Tzitzikostas will be the key actor on that. We'll present a master plan for high speed connecting all capitals and major cities. Yes, yes, yes. We think that is feasible. We have been working 4 or 5 years as association on that. To give you a simple example, we would like to all capitals of Europe be connected by high speed, including Athens, of course. All the major cities and agglomeration above 250,000 inhabitants, like Thessaloniki, should be also part of it. And cities, important cities along the line with lower inhabitants, should profit also. What is the effect if we get it? So China did it, quicker than what we did. China did it. What will happen? Then long distance, 50% of people in Europe will travel by train, high speed, 20% on conventional rail. Some countries have done it also, national level. You can mention Spain, France, Italy, where high speed is really going very well. En revanche, en Grèce, l'infrastructure dégradée suite à des catastrophes naturelles ne peut servir ni au transport intérieur ni au transport transfrontalier. Greece needs to be connected. I'm saying to everybody, if you don't do and you stay out, you will see the others going ahead and you will realize, so you have countries, I mentioned France, Italy, Belgium, Spain, that are very much advanced on that. Czech Republic is launching there. I was in Poland yesterday. Poland is going high speed, 320. So you see countries also in Eastern Europe that are building up on that. And Serbia is built high speed between Belgrade and Novi Sad, and now they're planning to go to North Macedonia. So these things need to be integrated. And each country has to do its own role. As I said, you are a tourist destination. I think you should be able to profit a lot of that. Ο σιδηρόδρομος αποτελεί μια πράσινη λύση για τον τουρισμό και τις μεταφορές, αλλά όπως επισημαίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, πρέπει να βρεθεί και στην καρδιά της νέας αμυντικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ο πόλεμος στην Ουκρανία απέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των σιδηροδρομικών διασυνδέσεων στην πολεμική προσπάθεια. I think the war in Ukraine has shown the railway is the backbone. The backbone. It's called the second army of Ukraine. Without railways, nothing moves in Ukraine. La mise en œuvre de ce réseau à grande vitesse devrait être effective dans 20 ans. Une étude européenne estime son coût total de mise en place à 546 milliards d'euros. Et puis, cette grande question que se pose l'ensemble de la communauté internationale, la paix est-elle à portée de main dans la bande de Gaza? Oui, répond le président américain Donald Trump, qui a d'ailleurs rendu public il y a seulement quelques heures un vaste plan de paix. Il comporte 20 points essentiels. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se dit favorable. Il a donné son accord de principe quant à la signature d'un tel accord. Les yeux sont donc rivés du côté de la bande de Gaza, où le Hamas n'a pas encore réagi à cette proposition. Le plan de paix en 20 points présenté par le président américain Donald Trump et approuvé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou propose la fin des hostilités à Gaza contre le désarmement du Hamas et la mise en place d'une administration internationale provisoire de l'enclave. Je crois qu'aujourd'hui nous franchissons une étape décisive pour mettre un terme à la guerre à Gaza et ouvrir la voie à une avancée majeure vers la paix au Proche-Orient et même au-delà, dans certains pays musulmans d'importance capitale. J'apporte mon plein soutien à votre plan destiné à mettre fin au conflit à Gaza car il répond à nos objectifs stratégiques. Ce plan permettra le retour en Israël de tous nos otages, le démantèlement des capacités militaires du Hamas, la fin de son pouvoir politique et garantira que Gaza ne représente plus jamais une menace pour la sécurité d'Israël.
Selon le texte, Gaza sera gouverné par une autorité temporaire, technocratique et apolitique, excluant le Hamas, sous la supervision d'un comité de paix présidé par Trump et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Notre tâche n'est pas encore totalement achevée, nous devons neutraliser le Hamas. Il est donc temps que le Hamas accepte les conditions du plan que nous avons présenté aujourd'hui. L'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, la Turquie, l'Indonésie et le Pakistan saluent le plan de paix de Trump, mais Netanyahou pourrait faire face à la résistance de certains alliés ultranationalistes dans sa coalition. L'actualité sportive, avant de refermer les pages de cette édition, la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA vient d'annoncer une sanction qui vise la sélection sud-africaine. Les Bafana d'Afrique du Sud vont donc perdre des points au classement pour avoir utilisé un joueur qui était sous le coup d'une sanction dans la compétition pour la qualification du Mondial 2026. Les Sud-Africains peuvent payer cash cette erreur. On en sait plus dans ce reportage. La commission de discipline de la FIFA a sanctionné l'Afrique du Sud pour avoir fait jouer le milieu de terrain Teboho Mokoena, alors suspendu pour accumulation de cartons jaunes, lors du match contre le Lesotho le 21 mars 2025, remporté initialement 2-0 par les Sud-Africains. La victoire sud-africaine est donc annulée et le match est officiellement compté 3-0 en faveur du Lesotho. L'Afrique du Sud perd ainsi 3 points et doit s'acquitter d'une amende de 10 000 francs suisses. Cette sanction rétrograde l'Afrique du Sud à la 2e place du groupe C et place le Bénin en tête grâce à une meilleure différence de but. La décision offre également une opportunité au Nigeria de se rapprocher des premiers à 2 journées de la fin des éliminatoires. Seul le vainqueur du groupe se qualifie directement pour la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et voilà, ça sera tout pour ce soir. Ça a été un plaisir de vous présenter ce journal. L'équipe technique qui m'a accompagné ce soir est chapeautée par l'immense Bénia Crou-Georges, caméra centrale Tiffany Blond, maquillage Esther Dongo, coordination au niveau de la rédaction Rachel Nyodje Nyayen. Excellent sur le programme à tous et à toutes. Restez bien sur Miracle TV+. Nos programmes se poursuivent.